Alors j'ai le grand plaisir de retrouver Olivier Dard, que nous avons accueilli il y a peu de temps quand il nous a présenté la réédition du livre de Paul Ceran, le romantisme fasciste. Je l'ai invité aujourd'hui pour qu'il nous parle de l'évolution des droites. En effet, la question est d'actualité, tout le monde l'aura remarqué, et après le séisme politique intervenu en France en 2017, avec la perspective ces jours-ci en décembre de l'élection du président des Républicains, il est intéressant de revenir, je crois, sur cette famille politique, les évolutions qu'elle a connues, et en particulier sur la typologie classique qui avait été établie en son temps par René Raymond. Nous sommes alors dans les années 60, je crois. 54, la première édition. Dès 54, la première édition, en effet. Mais il y en a eu un certain par René Raymond, qui distinguait, nos auditeurs le savent, une droite légitimiste, une droite orléaniste et une droite bonapartiste, et qui, dans toute l'histoire contemporaine de la France, essayait d'établir des continuités venant confirmer cette intuition. Alors, le débat, encore une fois, est d'actualité. Dans quelle mesure est-ce que cette grille d'interprétation demeure pertinente aujourd'hui, et quelles sont les directions vers lesquelles pourraient s'orienter les droites françaises, ou ce qui tient lieu de droite française aujourd'hui dans notre paysage politique. Alors, tout d'abord, Olivier Dard, René Raymond, donc vous venez de le rappeler, formule cette analyse donc au milieu des années 1950. Il revient en gros sur la période des 19e et première moitié du 20e siècle, donc sur 150 ans de vie politique française, et autant que je me souvienne, à l'époque, cette appréciation, cette interprétation fait pratiquement l'unanimité parmi les spécialistes, au point qu'elle est devenue tout à fait banale, tout à fait classique. Ou, au contraire, est-ce qu'il y a des points de vue qui pointent certaines insuffisances ou certaines contradictions? Alors, à l'origine, effectivement, en 1954, quand René Raymond publie la première édition de ce qu'il appelle la droite en France, et pas les droites en France, on est, du point de vue de l'histoire, d'historiographie, et notamment de l'histoire politique, dans une situation extrêmement difficile, puisque l'école des annales domine à l'époque ce qu'on appellerait, toute la sphère bourdieusienne, le champ. Alors, ce qui fait que René Raymond, effectivement, qui à travers ce livre va relancer l'histoire politique, est relativement isolé, et effectivement la typologie qu'il propose va progressivement s'imposer. Elle s'impose, j'allais dire, faute de concurrence directe, puisqu'il y a peu de travaux sur les droites, peu de travaux en histoire politique, et que en même temps, cette typologie, même si elle doit être discutée, elle est intéressante. Alors, elle est intéressante, mais je rappellerai également un deuxième élément dans la construction du livre de Raymond, c'est qu'il démarre en 1815. Oui. Et donc, manque, et ça c'est tout un débat, pour avoir la période révolutionnaire et impériale. Et au fond, il considère que le schéma commence véritablement en 1815, avec effectivement ce que vous avez très bien redit, c'est-à-dire ces trois droites, un légitimiste, orléaniste et bonapartiste, qui vont irriguer effectivement l'histoire politique française, alors pendant les 150 années qui vont suivre, et puis évidemment avec des débats pour savoir si aujourd'hui on est encore dans ce sillage défini par René Raymond. Alors en même temps, ces droites, pour certaines d'entre elles en tout cas, elles sont porteuses aussi à leur époque, évidemment, de valeurs que l'on pourrait situer à gauche. Les orléanistes sont porteurs des valeurs libérales face à une
Restauration qui, elle, se veut traditionnaliste, et puis le bonapartisme attaché à la nation, notamment, attaché à l'héritage aussi de l'empereur, le premier, quelque part, se pose aussi comme une force révolutionnaire par rapport à l'ordre établi en 1815. Absolument. Et c'est d'ailleurs tout le problème qui se pose évidemment d'une approche au fond essentialiste de ces notions de droite et de gauche. Ouais. Et de même qu'il existe des droites, je pense qu'il existe des gauches, même si on parle constamment de la gauche, et on voit très bien qu'un certain nombre de thèmes peuvent passer de droite à gauche ou de gauche à droite. Et effectivement, vous en citiez quelques-uns, il y en a d'autres, hein, notamment la décentralisation qui va passer des droites au Parti socialiste en 1981. Alors, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de voir que du point de vue de cette typologie raymondienne, au fond, elle me paraît relativement bien fonctionner pour les premières décennies. Pour les premières décennies, dans la mesure où il y a encore un lien assez étroit entre la source et, j'allais dire, le développement, entre les prolongements. Le modèle initial, en quelque sorte. Et par exemple, bon, la référence... Alors, légitimiste pose problème, parce que vous disiez effectivement, vous parliez de la Restauration, le légitimisme c'est la grande affaire des années 1830, c'est pas l'affaire des années 1815-1830, mais disons que il y a une dimension effectivement traditionnaliste, l'héritage bonapartiste va être réactivé par Louis-Napoléon et le Second Empire, et les orléanistes, largement à la fois aux affaires, parce qu'il y a chez eux une part effectivement de volonté d'occuper le pouvoir, et ça je crois que c'est un élément très structurant dans la durée, les orléanistes vont eux aussi voir leur histoire se prolonger avec des hommes comme Thiers, et ce jusqu'au début de la Troisième République. Le problème, c'est de considérer d'abord à quel point un certain nombre de ces familles peuvent mourir, et en particulier la question du légitimiste. Alors je sais que si nous avons des téléspectateurs, ils vont nous dire qu'il existe encore aujourd'hui des légitimistes, j'entends bien, mais pour en faire un des trois piliers des droites, évidemment c'est quand même un peu plus compliqué que jusqu'aux années 1880, alors que là le légitimiste est extrêmement important. C'est une force qui compte, jusqu'à l'affaire du drapeau. Jusqu'à l'affaire du drapeau blanc, et même, allez, allons jusqu'au boulangisme. Oui. Bon, allons jusqu'au boulangisme et à l'effondrement du boulangisme. Mais ensuite, évidemment, les choses se compliquent. Et l'Action française, par exemple, que René Raymond place dans le sillage du légitimisme, à mon sens, emprunte, certes, à une part de cet héritage, mais pas seulement. La contre-révolution, les théoriciens contre-révolutionnaires. Mais, me semble-t-il, enfin, c'est pas qu'il me semble, j'en suis convaincu, l'Action française est inséparable de l'émergence du nationalisme français des années 1880 et des années boulangistes. Et pour comprendre aujourd'hui, notamment le Front National, je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de se référer au nationalisme français des années 1880 que d'aller du côté du légitimisme. Oui, et puis même l'Action française, certes, est pour une restauration monarchique, mais on a le sentiment que ses sources intellectuelles, c'est pas tant la contre-révolution providentialiste d'après 1815, de Joseph de Maistre, Blanc de Saint-Bonnet, etc., que plutôt des penseurs comme Comte, par exemple, des penseurs positivistes, puisque l'Action française entend proposer une méthode de lecture, en quelque sorte. La force au service de la raison. Voilà, qui se veut scientifique, en quelque sorte, qui ne se tourne pas vers les fondamentaux traditionnalistes qui animaient les penseurs de la contre-révolution d'après 1815. Alors vous avez évoqué là, c'est intéressant, je crois, le cas du boulangisme. Quelle part au légitimisme et quelle part au bonapartisme dans le boulangisme? Alors, j'allais dire un peu des deux, mais en même temps, et c'est là où on arrive évidemment aux interprétations du politiste israélien Zev Sternel, peut-être aussi, lui qui parle d'une droite révolutionnaire, la création de quelque chose de nouveau.
de proto-fascisme. Alors, je ne partage pas l'idée qu'on soit dans un proto-fascisme ou dans un pré-fascisme. Formule de Sternel. Je sais bien. D'ailleurs, le livre s'intitule de 78, La droite révolutionnaire, les origines françaises du fascisme. C'est ça, voilà. Alors, les origines françaises du fascisme, ça, on pourrait beaucoup en discuter. En revanche, l'idée, effectivement, que se crée à ce moment-là autre chose dont ne rend pas bien compte ou ne peut pas rendre compte la typologie de René Rémond, ça me paraît assez juste. Et effectivement, c'est bien une droite révolutionnaire qui se crée à ce moment-là, bon, qui, encore une fois, va pouvoir peut-être nourrir un certain fascisme français d'après la Première Guerre mondiale, notamment à travers des parcours comme ceux de Georges Valois, etc. Mais pour ce qui est du fascisme lui-même, il n'y a pas de fascisme italien sans le choc de la Première Guerre mondiale, etc. Je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. Parler de fascisme avant la Première Guerre mondiale n'a pas tellement de sens. C'est le choc terrible de la Première Guerre mondiale, avec l'impact psychologique, social que tout cela implique, qui crée les conditions générales de l'émergence d'une formule, d'un modèle comme celui porté par un tout à fait original, porté par un Mussolini. Alors, en revanche, effectivement, on voit bien la naissance d'une droite révolutionnaire. Alors, ça peut effectivement nous amener à réfléchir, alors là, à ces catégories très contemporaines, mais qui sont aussi des mots valises, du populisme, etc., etc. Mais il y a en même temps, effectivement, dans ces années boulangistes, un certain nombre d'éléments qui me paraissent pouvoir être mis en regard à plus d'un siècle de distance, facilement, même maintenant, à un siècle et demi de distance, avec ce que nous connaissons, c'est-à-dire une méfiance accusée vis-à-vis des élites. Et là, les années boulangistes, c'est vraiment la méfiance vis-à-vis des élites libérales de la République opportuniste. Là, l'idée que le peuple, au fond, pourrait être sacralisé à travers le suffrage, etc., etc., et le boulangisme, de ce point de vue, sacralise le peuple. Et bien entendu, troisième élément intéressant, la sacralisation d'un chef providentiel incarné dans la figure de Boulanger qui pense pouvoir, effectivement, dépasser, alors, les partis politiques n'existent pas à l'époque, mais les forces sont présentes. Et là, on voit que les vieilles forces résistent. Et résistent même très bien. Mais il y a quand même... les vieilles jeunes forces, parce que la République n'est pas au pouvoir depuis très longtemps. Il y a quand même du bonapartisme dans le courant boulangiste. Bien sûr. Parce que finalement, il s'appuie sur le peuple, sur le suffrage universel. Comme Louis-Napoléon, en 1870, il organise un plébiscite qui, en quelque sorte, cautionne toutes les réformes qu'il a engagées. Alors, en même temps, avec la figure du chef charismatique, disons que les clivages établis par René Rémond sont sans doute trop rigides, trop exclusifs, mais on pourrait trouver des éléments... Et on en trouve, et encore dans chaque situation, au bout du compte. Et le gaullisme dans tout ça. Alors, est-ce que là, on est effectivement dans la tradition boulangiste du militaire, du sauveur. Ce qui est intéressant, c'est que cette tradition du boulangisme et du militaire factieux, c'est une image qui va très fortement marquer le monde républicain. Et effectivement, le général de Gaulle, pendant la guerre, a pu être effectivement accusé d'être, et par la suite aussi, mais d'être un dictateur potentiel, l'homme du sabre, etc. Le livre d'Henri de Caylus, de Gaulle dictateur. Mais d'être un dictateur potentiel. Donc avec effectivement cette méfiance vis-à-vis de l'armée, cette méfiance vis-à-vis d'un pouvoir fort, et la méfiance au fond de la République des Républicains, vis-à-vis, au fond, de tout pouvoir fort. L'adéquation pour les républicains de la troisième, entre république et régime politique, c'est régime parlementaire. Donc effectivement, de leur point de vue, tout ce qui n'est pas dans la république parlementaire est considéré comme anti-républicain. Et le refus de l'appel au peuple. 1962, quand de Gaulle organise le référendum sur l'élection du président au suffrage universel, on a le cartel des noms. Absolument. Tout le monde est contre lui. Et de Gaulle joue effectivement la carte du peuple contre les élites et contre la presse. Que nos républicains institutionnels se souviennent du coup d'État du 2 décembre. Souviens-toi du 2 décembre, c'était un livre célèbre de Jules Simon. Souviens-toi du boulangiste, de l'expérience pétainiste de 40.
pour rappeler un mot cruel à propos de tout ça, il y a aussi le regard porté sur l'Allemagne et sur l'hitlérisme. Léon Blum, le général Boulanger allemand, est à terre. Oui, bien sûr. Entre Adolf Hitler et le général Boulanger, la dangerosité des deux acteurs n'était pas tout à fait comparable. On ne peut pas dire que Léon Blum ait toujours fait preuve d'une vision lumineuse des choses. Ça dépend des domaines, mais c'était un fin juriste. En novembre 1932, il expliquait qu'Hitler était écarté de l'espérance même du pouvoir. Mais ce qui est 3 mois avant d'y arriver. Tout à fait. Mais d'ailleurs, il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, je reprenais cette image parce qu'il y a la persistance, effectivement, d'une aversion pour Boulanger et de ce qu'il incarne. Et d'ailleurs, ce qui a compliqué beaucoup les choses en France, une relation difficile souvent entre les militaires et la République, l'armée et la République. Et on le voit très bien dans les années 30, effectivement, entre les radicaux, Maxime Weygand et un certain nombre de réunions houleuses où finalement les militaires sont considérés comme des factieux potentiels par une partie des politiques. Les républicains à l'époque s'accommodaient très bien d'un certain maréchal Pétain. Absolument. Le plus républicain des chefs militaires. Oui. Voilà. Mais alors, il faut en venir un petit peu maintenant au débat actuel. Il y a un élément nouveau qui est arrivé dans le paysage, c'est ce fameux populisme, ce qui est un phénomène nouveau. Le terme, quand même, est nouveau et désigne surtout quelque chose de nouveau dans la réaction contre la construction européenne, contre l'immigration. Alors, où est-ce que l'on va caser ce populisme dans notre géographie des droites? Est-ce qu'il occupe une place clairement identifiée ou alors est-ce qu'il se confond avec d'autres héritages? Alors, première chose, et on ne va pas s'écarter de la question, mais le terme en fait populisme n'est pas aussi nouveau qu'il y paraît. Il est nouveau en France, mais je rappellerai que le populisme a existé en tant que tel, notamment en Amérique du Sud. Du côté de chez Perón, etc. Donc il y a une histoire du populisme. Ce qui est effectivement nouveau, c'est de voir aujourd'hui ce terme appliqué effectivement à l'Europe. Alors, il est devenu en même temps ce mot populisme un mot valise qui relève... C'est pas seulement la droite, il y a aussi des gens c'est que l'on identifie comme de gauche, Espagne, on va leur dire aussi que ce sont des populistes. Alors, c'est difficile, évidemment, de tracer des lignes droites, mais il me semble, pour le coup, qu'on retrouve, et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai évoqué la question du boulangisme, on retrouve une dimension frondeuse, liée au rejet des élites, au culte du peuple, à une situation économique difficile. Et les années boulangistes n'étaient pas, en 85-86, au tout début du processus, sont des années économiques difficiles. Des scandales. Voilà, des scandales. Absolument, des scandales. Donc il y a, je crois, quelque chose d'intéressant, si on essaye, alors sans faire évidemment d'analogie, mais il y a quelque chose à relier à une histoire française longue. C'est-à-dire que ce qui complique évidemment les choses aujourd'hui, c'est que le phénomène est européen. Et il est européen parce qu'il s'inscrit évidemment dans une configuration complètement nouvelle, internationale, évidemment nouvelle, puisqu'il n'y avait pas de construction européenne, etc. Et il n'y avait pas d'invasion migratoire. Voilà. Mais il y a en même temps la France juive de Drummond. 1886, livre à grand succès. C'est plutôt la théorie du complot. Oui, et en même temps, c'est l'inquiétude face à l'avenir. Enfin bon, et d'ailleurs, Drummond, c'est un personnage plus compliqué que la caricature, parfois, à laquelle la caricature le réduit. Mais ce que je veux dire, c'est que... On peut renvoyer au livre de Baudelomény, Drummond, l'anticapitalisme national, qui montre d'autres dimensions du personnage. Ou Bernanos, la grande peur des bien-pensants. Mais effectivement, il y a des éléments aujourd'hui irréductibles à la nouveauté, par rapport à ces années boulangistes qui sont la construction européenne, etc., la mondialisation. Mais il y a des éléments, à mon avis, de continuité. Il y a des éléments de continuité, avec, cela étant une grande différence, c'est que aujourd'hui, et à travers le Front National, je crois que c'est quand même ce qu'il y a peut-être de plus intéressant à retenir dans toute cette histoire de ces dernières années, c'est que jusqu'alors, ces poussées ligueuses, car elles étaient portées par des ligues, ces poussées nationalistes, étaient justement des poussées.
C'est-à-dire que c'était relativement éphémère. Du yo-yo, ouais. Et là, je dirais que ce qui est très frappant avec le Front National, c'est que c'est la première fois dans l'histoire française que depuis les années 1980, et là ça nous amène quand même à une histoire du siècle d'avant, qui est vieille de plus de 30 ans. Voilà, qu'il existe une force politique constituée qui, bon an mal an, avec des hauts et des bas, a réussi à s'implanter durablement sur l'échiquier politique. Ce à quoi n'étaient jamais parvenus les forces antérieures, qui avaient, à l'inverse, une presse particulièrement active, des plumes particulièrement virulentes, mais qui ne parvenaient pas à traduire, au fond, en termes politiques et électoraux, cette protestation. Alors, ça, c'est un élément, évidemment, tout à fait intéressant. Et un élément d'autant plus intéressant que, comme vous le disiez, il n'est pas seulement limité aux droites, car il y a effectivement, et dans d'autres pays européens et en France évidemment avec la France insoumise aussi, une protestation à gauche. Alors, qui n'emprunte pas effectivement les mêmes registres, encore que on voit bien que sur les enjeux, il y a la construction européenne, il y a quelques semaines dans les débats sur l'augmentation de la contribution de la France au budget de l'UE, on a bien vu que sur le drapeau étaient d'accord au fond les partis de gouvernement et étaient en revanche violemment opposés ces forces en quelque sorte périphériques, que ce soit la France insoumise, le Front National ou d'autres électrons libres. Alors si on reprend la distinction classique de Raymond, le Front National, là, comment pourrait-on répartir les différents éléments pour cerner son identité? Parce que c'est un phénomène nouveau. On nous dit toujours c'est la droite de l'entre-deux-guerres, c'est Vichy, c'est l'Algérie, l'OAS, etc. Bon, il y a des éléments qui ont contribué à la cristallisation du phénomène qui viennent de là. Mais on voit bien que ça dépasse largement aujourd'hui. Je crois qu'on peut peut-être répondre déjà par la négative. Ce n'est sûrement pas de l'orléanisme. C'est même construit très clairement contre l'orléanisme. Et pour le coup, on voit bien que les Républicains, si on les situe, sont très partagés sur ce plan-là. Parce que cela pose toute la question de la relation des droites au libéralisme, et notamment au libéralisme économique. Donc ça, c'est un premier élément. Ce n'est pas non plus du légitimisme. Donc, il nous reste, évidemment, à mêler à la fois un héritage bonapartiste, si on reste dans la logique de Raymond, et j'ajouterais un certain héritage ligueur, mais ça, ce serait principalement pour le Front National tel que l'avait animé Jean-Marie Le Pen, et en même temps, je crois, parce qu'il faut, c'est toujours très important comme historien évidemment de regarder le passé, mais il ne faut pas non plus que l'historien s'enferme dans un regard qui serait un regard au fond d'analogie. Une interprétation bloquée. Je crois qu'il y a effectivement une part de nouveauté, et cette part de nouveauté, elle est liée au contexte. Et elle est liée au contexte, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la mondialisation, l'Europe, etc., etc. Et le Front National, de ce point de vue, et sa situation actuelle, peut être envisagé à l'aune d'une approche, pour le coup, davantage européenne. Alors, au regard de l'histoire des droites, comment interprétez-vous la bataille à venir pour l'élection du président des Républicains? Où se situe finalement Laurent Wauquiez? Quelle signification peut-on donner aux candidatures de ses adversaires? Est-ce que nous avons des clés utiles pour comprendre cette situation? Je crois qu'il y a plusieurs niveaux d'analyse. Bon, entre les constructifs qui, la veille de leur exclusion, expliquaient qu'il s'agissait de pourrir la vie des Républicains, bon, on voit très bien qu'il y a des luttes de politique et des luttes d'appareil qu'on voit chez les Républicains comme ailleurs. Je crois que le vrai enjeu pour les Républicains, il est assez simple à formuler, je ne dis pas qu'il est facile à réaliser, il est un enjeu de positionnement. C'est-à-dire que s'ils veulent vivre, alors ils sont en train de perdre effectivement une partie de leur électorat, séduit par le macronisme et les réformes économiques en cours. Je crois qu'il faut qu'ils tranchent un certain nombre de questions sur le libéralisme, sur le rapport au conservatisme. Sur la question des alliances, ça va être très compliqué parce que à droite, le Front National n'a pas plus envie de s'allier aux Républicains que l'inverse. Mais en revanche, il y a un électorat, il y a des électeurs
à séduire, à faire revenir quel espace politique veulent occuper les Républicains. Et ça, je crois que c'est absolument fondamental pour eux, mais ce n'est pas uniquement une logique d'occupation d'espace politique, ça veut dire aussi adapter un discours, avoir un programme qui soit susceptible de séduire, et pas, comme dirait l'autre, pas forcément en même temps. Des gens qui, effectivement, n'ont pas les mêmes priorités que le gouvernement actuel. Parce que le chef peut être séduisant, mais il faut encore qu'il présente une marchandise susceptible de et un chef qui, lui aussi, a son propre parcours. Parce que de Jacques Barrot... il vient de chez Jacques Barrot, qui venait du centrisme MRP. Donc là, il y a quand même... si les Républicains veulent vivre, je crois qu'ils ont intérêt à clarifier leur position. Eh bien, merci infiniment, Olivier Dard, de tous ces éclaircissements concernant la morphologie et l'évolution des droites. Mais je crois que nous nous retrouverons bientôt parce que vous avez en réserve, je crois, des ouvrages qui vont bientôt être publiés. Nous ne manquerons pas d'en rendre compte. Merci beaucoup.